Alors, bonjour et bienvenue à cette dernière capsule sur le chapitre 9, qui porte sur les additions de deux types de réactifs, soit les organomagnésiens et les sels d'alcyne, sur différents électrophiles, dont surtout les carbonyles qui sont les COO. Alors, dans la dernière capsule, on a vu surtout les sels d'alcyne. Dans la première capsule, on a vu les organomagnésiens ensemble. Alors, pour les sels d'alcyne, pour compléter un peu les notes de cours, j'ai demandé de regarder cet exercice et de compléter le plus possible les mécanismes sur cette diapositive en remplissant ce qui est vide et en mettant les flèches nécessaires. Donc, quel est le produit lors de la première de la réaction entre le sel d'alcyne et le CO2, et par la suite, lors de la protonation, qu'est-ce qu'on obtient à la fin. Également de dessiner l'état de transition de cette première étape-là. Et même chose pour la réaction entre le sel d'alcyne et un aldéhyde. Donc, les produits, le produit final après la protonation, ainsi que l'état de transition pour la réaction. Alors, je vais vous montrer la réponse pour cette diapositive. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Alors, pour le CO2, comme on a vu pour les cétones, ça fonctionne de la même façon. Vous prenez les électrons de votre sel d'alcyne. Donc ici, je n'ai pas mis le K+, puisque c'est un ion spectateur, donc pas vraiment d'intérêt à le garder. Il ne fait rien de spécial dans le mécanisme. Alors, seulement le sel d'alcyne, la portion alcyne avec le carbone négatif. Donc, on prend les doublets libres et on attaque le carbone du CO2. On brise une des doubles liaisons. Ça nous donne CO au moins. Peu importe si vous décidez de mettre la double liaison du haut vers le bas et le haut moins vers le haut, ça n'a aucune importance ici, puisque ça revient pas mal au même. L'état de transition de cette réaction-là passe par le fait qu'on est en train de créer un lien entre le carbone et le carbone de la triple liaison et le carbone qui porte les deux oxygènes. Et en même temps, on est en train de briser une des doubles liaisons entre le carbone et un des deux oxygènes. Et pendant ce temps-là, il y a la charge négative qui est en train d'être transférée lentement de ce carbone-ci à l'oxygène. Et ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est qu'on est parti du CO2 qui est linéaire, et lentement, on est en train de passer à une forme qui est plus triangulaire, plane. Donc c'est pour ça que lentement, les liens sont en train d'ouvrir un petit peu, de fermer l'angle entre les deux double O. Donc jusqu'à obtenir des angles de 120 degrés. Donc, ils sont un petit peu plus ouverts que 120 degrés parce qu'ils sont partis de 180. Mais vu qu'on est comme entre les deux, c'est pour ça que vous avez ça ici. Et finalement, pour la protonation, j'ai fait le mécanisme, même si comme je vous ai dit, normalement, moi, je le dessine pas tout le temps, mais je vais vous demander de le dessiner très, très fréquemment. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le dessiner. Donc, de vous montrer la protonation donc avec H3O+, pour donner l'acide carboxylique. C'est de même pour l'aldéhyde. Donc l'aldéhyde fonctionne de la même façon. La différence, c'est qu'on a juste un seul COO. Donc la triple liaison avec le carbone chargé négativement. Donc le doublet libre, pas la charge, hein, le doublet libre. On vient attaquer le carbone, briser la liaison double. Donc lorsque l'attaque, l'état de transition est le suivant, c'est-à-dire que la triple liaison est en train de former un lien avec le carbone, puis on brise le lien avec le double O. Donc c'est pour ça qu'on a une ligne pointillée ici, avec la ligne qui est gardée, qui est la liaison simple qu'on va avoir par la suite. Étant donné qu'on est en train de passer d'un carbone sp2 à un carbone maintenant sp3, parce qu'on est en train de former un quatrième lien avec un groupement différent, à ce moment-là, on est en train de passer d'une forme qui était planaire vers un tétraèdre, donc on est entre les deux. Donc c'est pour ça que j'ai mis des angles qui ne sont pas encore totalement de 109 degrés, mais qui vont vers cette direction-là. Puis la charge moins qui est en train d'être transférée lentement vers l'oxygène pour que celui-ci soit au moins. Donc là, ici, j'ai dessiné avec la 3D. Pourquoi? Parce que ici,
on a un H, on a le O-, on a le CH3 et on a la triple liaison. Vous auriez pu mettre le H ici à la place du CH3, on aurait eu l'autre énantiomère, ça aurait été correct. Donc ici, vu qu'on a un carbone qui est chirale, j'ai écrit plus énantiomère, vous aurez pu le dessiner, les deux sont acceptés. Mais je comprends que des fois c'est un peu long de le faire, surtout dans les mécanismes, donc j'accepte quand même là, que vous m'écriviez plus énantiomère. Par la suite, pour la protonation, même chose que tantôt, au moins, on vient chercher un des H+, de H3+, libère de l'eau, et on obtient notre alcool à la fin, qui est évidemment un des énantiomères, donc plus son énantiomère, donc c'est un mélange racémique des deux énantiomères qu'on obtient à la fin. Donc ça, c'était la réponse pour cet exercice-là que je vous ai demandé de compléter. Je vais par la suite vous présenter une dernière réaction. Cette réaction-là, c'est une réaction qu'on a vue dans le chapitre 5, spécifiquement pour les alcènes. Mais là, je vais vous la présenter pour les alcynes. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite différence avec les alcynes par rapport aux alcènes. Donc, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Puis l'autre chose, c'est que cette réaction-là nous permet d'obtenir des cétones ou de rares cas avec l'obtention d'aldéhyde. Mais généralement, c'est pas mal toujours des cétones qu'on obtient. C'est l'addition de l'eau sur la liaison triple. Pour y arriver, il faut de l'eau, il faut un acide, comme pour les alcènes. Donc, l'acide est un catalyseur. L'eau est ce qu'on va additionner. Mais, pour que ça fonctionne, juste mettre ces deux-là, c'est pas suffisant. Ça serait suffisant pour un alcène, mais c'est pas suffisant pour un alcyne, donc pour une triple liaison. La triple liaison a besoin d'un autre catalyseur supplémentaire, qui est un catalyseur de mercure, donc Hg pour le mercure, SO4. Donc c'est du Hg2+, ici, parce que SO4, c'est SO4 2-. Donc, on ne verra pas le mécanisme de cette addition-là, parce qu'elle est quand même un petit peu plus compliquée qu'une addition normale, vu qu'il y a quand même le catalyseur de mercure qui rentre dans le mécanisme en plus. Alors, je vais vous sauver le mécanisme. Je ne vous demanderai pas de l'apprendre, ce mécanisme-là. Ce que ça donne, c'est que ça ajoute un H puis un OH. Donc, sur un des carbones, on ajoute le H, puis sur l'autre carbone, on ajoute OH. Donc, ça nous donne ceci. Cette molécule-là, en premier lieu. Sauf que c'est pas cette molécule-là qui va rester longtemps. Pourquoi? Parce que dans la molécule qui est ici, on a un OH qui est sur un carbone qui porte une double liaison. Et ça s'appelle un énol. Puis un énol, lorsqu'on a vraiment l'alcool sur un des deux carbones que la double, ça va se réarranger. Donc il y a un réarrangement qui se fait pour former à la fin l'acétone. Et vu que ça, c'est un équilibre, mais c'est un équilibre qui est beaucoup plus poussé vers l'acétone, c'est que la réaction, au final, le vrai produit final, c'est l'acétone. Donc j'accepte. Si vous m'écrivez, si je vous demande à l'examen de m'écrire c'est quoi le produit de la réaction suivante, si vous m'écrivez l'acétone, c'est bon. Si vous m'écrivez juste l'énol, c'est pas bon. Si vous m'écrivez l'énol avec le réarrangement, ben en fait, avec l'équilibre qui montre l'acétone, ça aussi c'est bon. Donc, ce que je veux, c'est que vous me montriez l'acétone. Si vous me montrez juste l'énol, c'est pas correct, parce qu'il y a un réarrangement, puis éventuellement, ça donne toujours l'acétone à la fin. Je vais vous montrer quand même de quoi a l'air ce réarrangement-là. C'est un mécanisme que j'ai simplifié parce que normalement, ce mécanisme-là est un petit peu plus complexe que ce qui est présenté. Alors, le réarrangement pour passer de la forme énol à la forme cétone, donc c'est un réarrangement qu'on appelle céto-énolique. Donc, le mécanisme simplifié, parce que normalement, c'est un mécanisme qui utilise le solvant pour pouvoir se faire, mais ce qu'on peut approximer, simplifier un petit peu, c'est que la liaison triple peut venir chercher le H de l'alcool, hein, du OH, pour le mettre sur le carbone du bout ici. OK? Puis, la liaison entre le O et le H serait brisée, puis l'oxygène prendrait ces électrons-là pour les rapatrier pour former une liaison double, donc former l'acétone. Donc, au fond,
le double liaison, puis le H qui était sur l'alcool est maintenant rendu sur l'autre carbone qui avait la double liaison. Donc ça règle les deux problèmes. Ça fait pas qu'il y a un carbocation. Okay? Ça fait en sorte que tout le monde est rempli au maximum à ce moment-là. Donc ça, c'est le mécanisme simplifié, parce que normalement, le mécanisme contiendrait le solvant pour faire le transfert du H, normalement. Mais on peut le simplifier un petit peu comme ça, juste pour votre compréhension, là, présentement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que si jamais vous vous retrouvez avec une liaison triple, qui est terminale pour les deux côtés, à ce moment-là, c'est possible de former un énol, mais qui est au bout d'une double liaison, donc au bout d'une chaîne de carbone. Ce qui fait que lorsqu'on a le réarrangement, on se retrouve avec l'aldéhyde à la fin, hein, parce que dans l'autre, on avait l'acétone. Sauf que l'aldéhyde, c'est seulement possible si la liaison triple est terminale sur les deux bouts. Si jamais c'est terminal juste sur un des deux côtés, ce qui va arriver, c'est que le OH va se mettre sur le carbone du centre. Pourquoi? Parce que ça doit respecter la règle de Markovnikov qui vous dit que le carbocation le plus stable doit être formé lors de l'addition pour ensuite ajouter le OH. Donc le H va s'ajouter sur le carbone du bout, puis le OH sur le carbone du centre, parce que ça va être un carbocation qui va être secondaire dans ce cas-ci, donc plus stable qu'un carbocation primaire sur l'autre carbone terminal. Donc si vous avez le choix, vous allez toujours former l'alcool sur un carbone qui est à l'intérieur de la chaîne et toujours former donc la cétone plutôt que de former l'aldéhyde. Donc l'aldéhyde, c'est seulement si la liaison triple est terminale sur les deux bouts. À ce moment-là, vous n'avez pas vraiment de choix pour Markovnikov. Les deux côtés sont pareils, donc c'est sûr que ça va former l'aldéhyde. Sauf que c'est seulement avec cette molécule-là. Dès qu'on a une chaîne d'un côté, ça nous donne toujours l'acétone vers l'intérieur. Alors, cette réaction-là, pourquoi je la présente maintenant? C'est qu'on vient de voir des réactions sur justement des cétones et des aldéhydes dans le chapitre 9. Donc, c'est une façon de pouvoir produire ces cétones-là, ces aldéhydes-là. Puis les liaisons triples, ben, on les a vues dans les autres chapitres. On a vu d'ailleurs une façon de former des liaisons triples dans le chapitre 7 de l'élimination. En faisant une double élimination, on peut former une triple liaison. Alors, pour terminer le chapitre qui est ici, ce que je vous propose, c'est de faire les synthèses suivantes en plusieurs étapes pour arriver à former vos molécules, les molécules qui sont là. Par contre, je vous force un petit peu à utiliser seulement la molécule qui est là comme votre seule source de carbone dans la chaîne de carbone. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous pouvez seulement utiliser ça comme carbone qui doit être à l'intérieur de la chaîne de carbone à la fin. Vous n'avez pas le droit d'utiliser rien d'autre qui vient de nulle part qui s'ajouterait comme carbone dans la chaîne. OK? Il faut que tout provienne d'une molécule qui est celle-là. Mais vous avez le droit d'utiliser autant de cette molécule-là de départ que vous voulez. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser une première fois pour la transformer, mais vous pouvez aussi en garder intacte. Ou vous pouvez utiliser une autre quantité pour former autre chose, puis les joindre ensemble à la fin. Donc, ce que je veux, c'est que les deux morceaux qu'on doit joindre pour former la molécule qui est là doivent provenir de celle-ci. Même chose ici, mais vous allez voir que pour le B, c'est plus évident parce que le nombre de carbone ne change pas entre les deux. Entre la molécule ici de départ puis celle finale qui est demandée. Donc pour le A, je vais vous montrer comment j'analyse, mais je vous invite à quand même regarder un petit peu par vous-même, essayer de répondre à la question. Mais ce que je vais vous faire observer, c'est qu'au fond, ici, on a 1, 2, 3 carbones. Puis ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 carbones dans la molécule finale et 3 dans la molécule initiale. Donc, 3 plus 3, ça nous donne 6. Ça veut dire que deux morceaux de quelque chose comme ça doivent se lier ensemble. Pour faire des liens carbone-carbone, on a vu les réactions possibles dans ce chapitre-là. C'est juste les réactions qui sont dans le chapitre 9
que vous pourriez utiliser pour faire ce lien-là carbone-carbone. Ça veut dire que vous pouvez déjà essayer d'établir qu'est-ce que vous pouvez faire comme réaction, qu'est-ce que vous avez besoin. L'autre chose que vous pouvez voir, c'est que vous avez une liaison triple. Quel réactif vous fait penser à une liaison triple? Puisque je dois avoir 3 carbones d'un côté puis 3 carbones d'un autre, on peut facilement commencer à penser à peut-être faire quelque chose qui a une liaison triple qui se joindrait avec l'autre morceau. Alors, si vous voulez essayer de voir par vous-même, je vous laisserai... en fait, je vous demanderai de mettre à pause parce que je vais vous parler un petit peu plus en détail d'une méthode pour planifier comment votre synthèse pourrait fonctionner. Ça va vous donner pas mal de réponses. Fait que si jamais vous bloquez beaucoup, vous pouvez essayer de continuer la vidéo pour essayer de comprendre un petit peu ce que je vous explique. Puis si ça vous débloque, bien, vous pouvez y aller par vous-même par la suite. Puis finalement, voir la réponse vraiment finale à la toute fin. Mais ce que je vais vous montrer, c'est vraiment une planification complète, là, qu'on appelle une rétrosynthèse. Donc, ce que je montre ici, donc c'est un plan de travail qui essaie de partir de la fin pour essayer de voir, OK, qu'est-ce que je peux faire à partir de cette molécule-là? Qu'est-ce que je connais? Quelle réaction je connais? Ben, si je sais que j'ai 3 morceaux puis 3 morceaux à faire, ben, pourquoi pas briser la molécule en 2 déjà? Mais qu'est-ce que je peux voir, c'est que sur un côté, je dois avoir quelque chose qui est chargé négativement. Fait que j'ai une liaison triple, puis je sais que je peux faire un sel d'alcyne. C'est quelque chose qui est possible, qui pourrait se joindre sur une molécule qui a un atome qui serait qui pourrait partir, donc qui serait un bon groupe partant. Évidemment, je pourrais le faire sur un aldéhyde, mais le problème, c'est qu'à la fin, j'ai pas d'alcool à cet endroit-là. Fait que ça serait plus compliqué d'utiliser un électrophile comme un aldéhyde pour faire la réaction. Ce serait plus simple d'avoir simplement une réaction entre une liaison triple, un sel d'alcyne, et un produit qui est un dérivé halogéné, par exemple. Donc, j'ai mis X ici, parce que ça peut être n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que le produit de départ est exactement cette molécule-là avec Br. Okay? Pour obtenir le sel d'alcyne, on a vu la façon de faire dans le chapitre 7, comment on obtient une liaison triple, puis aussi déprotoner le H au bout. C'est avec une double élimination, même suivie d'une triple élimination. J'aurais pu utiliser une double élimination plus déprotonation, donc on pourrait l'ajouter ici, là, plus déprotonation. Ça veut dire retrait du proton du bout. OK? Donc ça veut dire que je vais devoir faire la double élimination pour former la triple. Et en plus, je vais déprotoner avec un autre équivalent d'une base forte. OK? Mais pour faire une double élimination, il faut que j'aille un double groupement partant. OK? Donc je vais avoir 2 groupements partants sur ma molécule. Fait que je peux penser à éventuellement peut-être avoir quelque chose comme 2Br ou 2Cl. Okay? Donc là, j'ai mis 2Br, mais on aurait pu penser à 2Cl. Pour l'instant, je ne mets pas la 3D parce que là, je vais juste parler là, de mon plan d'attaque parce que ça, c'est pas la réponse. Hein? Si vous me donnez ça comme réponse, ça ne serait pas correct. Ça, c'est ma façon de planifier comment je pourrais donner ma réponse par la suite. Fait que là, je suis un petit peu plus proche de comment je pourrais arriver à former ma liaison triple, mon sel d'alcyne. Parce que là, je sais que pour avoir 2 Br, ben, je peux faire une addition de Br2 sur une double liaison. Pour obtenir une double liaison, ben, je peux faire une élimination si j'ai un groupe partant au départ. Par exemple, un Br, qui est exactement mon produit de départ. Alors, je vais utiliser 2 fois la molécule qu'on vous demande d'utiliser comme produit initial. Ici, je vais la transformer pour avoir un sel d'alcyne. Puis je vais l'utiliser avec le sel d'alcyne pour pouvoir former ma molécule à la fin. Alors, voici donc la réponse pour le A de cet exercice. Donc, évidemment, plus on avance, plus il y a de possibilités, plus si vous avez une réponse qui est légèrement différente de la mienne, elle est quand même potentiellement bonne également, même si vous avez utilisé plus d'étapes ou si vous avez pris des étapes qui sont hautes. Alors, je vous suggère, si vous voulez vraiment vous assurer que votre réponse était bonne, de me l'envoyer si jamais c'est pas exactement la même. Donc, envoyer une photo, par exemple,
par les différentes façons de communiquer avec moi, là, par Connect ou par Teams, par exemple. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a, on parle de la molécule de départ. Je fais une élimination, donc je vais utiliser par exemple une base très très forte, terbutyl Na+, donc au moins Na+, avec chauffage. Vous pouvez utiliser OH-, là, mais c'est pas la meilleure, mais ça fonctionnerait techniquement quand même. Ça me forme ma double liaison. Ensuite, de la double liaison, j'ajoute Br2. Je n'ai pas spécifié le solvant tant que c'est un solvant qui est non réactif. Donc, dans ces cas-là, je n'ai même pas besoin de dire le solvant, je fais juste écrire Br2. Tant que vous n'utilisez pas de l'eau ou un alcool, il n'y a pas de problème. Donc là, ça me donne cette molécule-là, avec le Br en avant ou le Br en arrière, donc sur ce j'écris plus un enantiomère, mais ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on va faire la double élimination. Donc avec 2 équivalents d'NaNH2, on obtient la triple liaison. Donc on élimine un Br avec un H, puis un H avec l'autre Br. Mais moi, je me rends jusqu'à la sel d'alcyne. Donc je vais ajouter un 3e équivalent. Mais si votre plan, c'est d'avoir le H au bout de la liaison triple, vous arrêterez à 2 équivalents de NaNH2. Si vous ne voulez pas écrire 3 équivalents, vous voulez écrire 3 fois NaNH2, ça revient au même. Vous avez le droit d'écrire comme vous voulez. L'autre chose aussi, que je n'ai pas spécifié, mais que parfois vous allez peut-être vous demander, c'est que lorsque j'écris une molécule, j'écris l'autre réactif sur la flèche. Est-ce que c'est différent de si j'écris plus l'autre réactif? C'est la même chose. Donc, si j'écris un plus autre réactif ou si je le mets sur la flèche, généralement, ça revient pas mal au même. Okay? Donc, c'est comme vous préférez de faire. Alors, j'ai mon sel d'alcyne, puis j'ajoute une autre molécule de départ. Donc, j'ai le droit d'utiliser ces molécules-là pour faire des liens carbone-carbone. Je n'ai pas le droit d'ajouter n'importe de quoi qui ne viendrait pas de cette molécule-là. Donc ici, c'est correct parce que c'est ma molécule qui était fournie au départ. Donc je peux l'utiliser autant de fois que je veux. Donc je la réutilise une deuxième fois. Et ce qui va arriver, c'est que le C-, donc le doublet libre, va venir déplacer le brome, va prendre sa place. Donc c'est pour ça qu'on a la triple liaison à cet endroit-ci à la fin. Alors ça, c'est la synthèse, la réponse pour le A. Maintenant, pour le B, dans le B, ce qui se passe, c'est que vous voyez ici, vous partez avec un OH au bout d'une chaîne de carbone, de 4 carbones. Puis maintenant, vous vous retrouvez avec 4 carbones avec un double O. Il n'y a pas 1000 façons de faire un double O dans les réactions qu'on a vues. La seule réaction qu'on a vue jusqu'à maintenant qui fait une cétone, c'est celle que je viens juste de vous présenter dans les diapositives, c'est celle-ci. C'est la seule façon d'avoir un double O. Par contre, vous n'êtes pas obligé absolument de passer par cette triple liaison-là, puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. OK? Donc, il y a d'autres façons de faire. Mais ça veut dire que j'ai besoin d'une liaison triple. OK? Donc, je vais vous montrer encore une fois une rétrosynthèse, mais si vous voulez essayer vraiment par vous-même d'abord, allez-y. Sinon, puis mettez-la à pause. OK? Donc, si vous voulez vraiment essayer par vous-même, mettez à pause la vidéo, puis vous pourrez repartir par la suite pour avoir toutes mes explications de comment fonctionner. Sinon, je vous donne quand même la réponse, mais je vais d'abord vous expliquer comment je planifierais cette synthèse-là par rétrosynthèse. Donc, voici ma planification qui peut quand même vous aider à voir quelle réaction je devrais utiliser, puis comment voir ça pour d'autres molécules. Par exemple, ceux que je vous donne dans le devoir ou encore dans les examens, il va en avoir probablement d'autres synthèses à faire. Alors, je vous montre ici. Nous, on veut obtenir l'acétone suivante. Pour obtenir l'acétone suivante, on sait que c'est l'addition d'eau sur une liaison triple. Sauf que là, je vais avoir la double O sur le carbone qui est ici. Ça veut dire le deuxième carbone. Ça veut dire que ma liaison triple peut être entre le deuxième et le troisième carbone, parce que, évidemment, la molécule elle est symétrique. Ça veut dire que le troisième carbone, c'est la même chose que le deuxième. Ou encore, je peux la mettre entre le premier carbone et le deuxième. Pourquoi? Parce que l'addition d'eau va toujours ajouter le OH sur le carbone 2 et le H sur le carbone 1 pour respecter la règle de Markovnikov qui passe par le carbocation le plus stable, qui est ici le carbocation secondaire, parce que c'est plus stable qu'un primaire.
OK? Parce qu'ici, il n'y a pas de résonance ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste les effets inductifs répulsifs qui comptent. OK? Donc ça, c'est une autre chose à faire attention. Que dans le devoir que je devais donner, le devoir 3, il y avait pas mal de résonance qui stabilise. Puis c'est possible qu'à ce moment-là, un carbocation secondaire soit plus stabilisé par résonance et donc soit plus stable qu'un tertiaire. Donc il faut vraiment regarder d'abord la résonance, puis après ça, on regarde les autres effets. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de résonance pour stabiliser les carbocations, donc c'est pour ça que le secondaire est plus stable que le primaire, qui est l'ordre normal. Okay? Mais il faut faire attention, parce que c'est pas toujours l'ordre normal qui est respecté. Donc, pour obtenir la liaison triple, c'est celle-là ou celle-là. Sauf que la liaison triple dans le centre, c'est possible d'obtenir. Ça va juste être vraiment difficile à faire. Plus difficile, ça va demander plus d'étapes. Mais si vous voulez faire par cette triple liaison-là, c'est possible. Mais moi, je préfère celle-là qui va être plus simple. Pourquoi? Ça va demander un petit peu moins d'étapes. Comme pour l'autre réaction que j'ai montré tantôt. Pour former une liaison triple, c'est toujours le même processus. Fait que ça, là, à un moment donné, vous allez vous habituer à voir toujours à faire les mêmes chaînes de réaction pour obtenir la liaison triple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour obtenir la liaison triple, il faut que je fasse une double élimination. Et dans ce cas-ci, je ne fais pas une double élimination plus une déprotonation, parce que je ne veux pas enlever le H au bout. Hein, je veux le garder. Je ne veux pas faire un sel d'acide. Si jamais vous mettez 3 équivalents, vous pourriez toujours mettre 3 équivalents d'une base pour passer au sel d'alcyne. Mais que vous ne voulez pas le sel d'acide, vous avez juste à mettre un petit peu d'acide pour revenir en arrière. Puis à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Donc là, ici, moi, je veux juste une double élimination. Donc, je dois partir de quelque chose qui a 2 bromes, 2 chlores. Donc, 2 groupes partants. 2 bons groupes partants. Mais pour ça, il faut que je parte avec une addition de Br2 sur une double liaison. Donc, c'est toujours la même chose. C'est toujours une double liaison, Br2, double élimination pour avoir la triple. Puis souvent, pour obtenir la double, il a fallu que je fasse probablement une élimination. Dans ce cas-ci, je vais éliminer un OH. C'est pas la même chose qu'éliminer un Br. Okay? Donc, il faut faire attention. Donc ici, éliminer un alcool, c'est pas la même chose qu'éliminer un halogène. Okay? Mais ça se fait. Je vais avoir une élimination comme on a vu dans le chapitre 7. Alors, je vous montre maintenant la réponse. Donc ça, c'était ma rétrosynthèse, ma planification. Maintenant, comment ça fonctionnerait la réponse en tant que telle pour le B? Ben, je pars de mon alcool. Je vais avoir la double liaison. Fait que je vais utiliser un acide très fort, H2SO4. Je vais chauffer pour pousser l'élimination. Et ça va m'amener à avoir la double liaison ici, qui est la seule place qui peut faire l'élimination, parce qu'il y a juste un carbone bêta. J'ajoute Br2, donc là, il y a un Br qui va aller en avant, un qui va aller en arrière, mais ici, le carbone du bout, c'est pas un carbone chiral, donc j'ai pas mis 3D. Vous auriez pu la mettre, mais ça n'a pas d'importance. Par contre, celle-ci est chirale, donc en principe, il y a celui-ci plus son énantiomère, mais étant donné que je vais faire une double élimination par la suite, pour obtenir la triple, ça n'a pas vraiment d'importance, la 3D dans ce cas-ci particulier, puisqu'on va éliminer de toute façon. Hein, il y a 2 H ici pour pouvoir faire l'élimination. La première et la deuxième élimination avec le H suivant. Okay? Donc ça va nous donner la liaison triple. Et là, vous remarquez, j'ai juste mis 2 équivalents, pas 3 équivalents. Pourquoi? Parce que je veux garder le H au bout. Je veux pas faire un sel d'acide, c'est pas mon but présentement. C'est pas de rajouter une autre chaîne de carbone, je veux juste mettre un OH ici pour pouvoir former ma COO, ma cétone. Donc je vais faire mon addition d'eau sur la liaison triple. Pour ça, il me faut vraiment les 3 choses, soit de l'eau, l'acide et le mercure comme catalyseur. Donc le HSO4 et le H2SO4 sont 2 catalyseurs utilisés ici. Puis peu importe l'ordre dans lequel vous les avez mis, là, ça n'a pas d'importance. Donc, qu'est-ce que ça fait? Initialement, ça me fait le OH ici. En principe, vous n'auriez pas été obligé de me dessiner ça. Vous auriez pu tout de suite dessiner l'acétone, mais je voulais quand même vous représenter qu'est-ce qu'on obtiendrait normalement là, si on pense juste à une addition de H2O, donc on a HOH. Ben, un H qui va sur le carbone ici, puis le OH qui va sur le carbone ici, par la règle de Markov-Nikov. Et il y a un réarrangement céto-énolique. Donc, étant donné que c'est un énol, ça se réarrange en une cétone de cette manière-ci.
Et c'est cette tonne-là qui est attendue, c'est celle-là qu'on veut obtenir. Alors ça complète les exercices dans les notes de cours. Évidemment, ces exercices-là sont juste pour vous donner la base, pour essayer de voir ce que vous comprenez, mais c'est pas suffisant généralement pour vous amener à avoir une bonne réflexion complète de toute la matière. Donc pour ça, il faut faire le plus d'exercices possible. Donc aller dans le manuel, compléter les exercices là, et aller dans le cahier d'atelier pour les exercices supplémentaires, parce que le manuel, des fois, met l'emphase sur certaines choses dans les réactions. Souvent, met pas l'emphase beaucoup sur la 3D. Ils font pas beaucoup nécessairement de synthèse, donc c'est quelque chose qu'on a plus dans le cahier d'atelier. Mais il y a quand même des exercices qui sont intéressants dans le manuel également. Donc, des fois, les gens me demandent, est-ce que je fais plus le manuel ou l'atelier? Moi, je vous conseillerais d'essayer de faire un mélange des deux. Évidemment, l'atelier, il y en a un peu moins, donc les gens sont plus tentés de les faire. Puis des fois, le niveau de difficulté peut être un petit peu plus augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de synthèse. Les synthèses, c'est quelque chose que vous avez de la difficulté. Mais plus vous allez en faire de synthèse, mieux ça va aller pour le restant, pour la compréhension de la matière de façon générale. Donc vraiment, là, c'est très important que vous essayiez de faire le plus d'exercices possible pour ce chapitre-là, mais pour tous les autres, et d'essayer de démêler le plus possible vos réactions. Donc, comme je vous ai conseillé à plusieurs reprises, essayez de toujours avoir une feuille, un résumé avec des... Ça peut être, comme je dis, une feuille, mais ça peut être aussi un autre format, ça peut être des cartons avec vos réactions que vous pouvez classer d'une certaine manière pour les apprendre, pour savoir, OK, quand j'ai tel réactif avec telle molécule de départ, qu'est-ce que ça fait comme produit. Moi, ce que je vous demande, c'est d'éviter d'apprendre des choses trop par cœur dans le sens des mécanismes. Il y a beaucoup de mécanismes qui se ressemblent. Donc, si vous comprenez un des mécanismes, vous avez une bonne idée de comment ça fonctionne. Après ça, s'il y a des petits changements à certaines molécules, même si vous comprenez le mécanisme, ça ne va pas vous perturber qu'on utilise des molécules un petit peu différentes. Hein? Par exemple, si j'utilise d'un coup un cycle à un endroit où normalement je n'utilise pas un cycle, mais que vous avez appris les choses par cœur, mais là, qu'il y a un cycle, d'un coup, ça va vous bloquer parce que vous allez vous demander comment je fais, parce que moi j'ai appris les choses par cœur avec une molécule qui n'est pas cyclique. Mais si vous comprenez plus comment le mécanisme fonctionne, plutôt que juste apprendre par cœur le mécanisme, ça va vous forcer et ça va vous amener à pouvoir faire la réaction, même si c'est des molécules que vous n'avez jamais vues. OK? Mais évidemment, les réactifs vont être les mêmes que vous êtes habitués. Donc, c'est sûr que vous devez quand même connaître les réactions. Donc, il y a un peu de par cœur dans ce sens-là. Mais après ça, comprendre comment la réaction fonctionne, ça devrait être détaché un petit peu plus du par cœur. Mais je ne peux pas vous empêcher d'apprendre les choses par cœur. Je vous recommande juste de plutôt voir les choses de façon avec la logique. Donc la logique qui est toujours présente, qui est toujours la même dans les différents mécanismes. Sinon, ça complète le chapitre 9, donc ça complète vraiment ce qu'on a vu avoir pour le cours. Alors, je vous souhaite de bien travailler, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider le plus possible. Donc, à la prochaine.